Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Thibaut de la Tocnay, assisté d'Elisabeth. Cette émission, préenregistrée le 18 juin 2012, est diffusée pour la première fois le mercredi 20 juin 2012 de midi à 13h30, puis en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et jeudi dans la nuit de minuit à 1h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront toujours les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce libre journal. Et j'ai l'honneur d'avoir deux invités. J'ai Daniel Desbrosses, qui est romancier, poète, historien. Je le connais surtout comme historien pour avoir écouté plusieurs de ses conférences passionnantes chez notre ami Thierry Gobet dans le ravissant château de la Selle-les-Bordes. Des bons souvenirs, des très bons souvenirs. Et puis là, il nous livre un nouvel ouvrage, Bussy-Rabutin, le flamboyant. Et nous allons ainsi pouvoir évoquer ce grand témoin du XVIIe siècle, livre passionnant. Merci Daniel Desbrosses d'être auprès de nous. Et merci. Vous interviendrez surtout dans la deuxième partie de l'émission. Et j'ai aussi la joie d'avoir Jean-Marie Argout, fils du colonel Argout, qui va venir évoquer à cette émission, et qui est venu évoquer à cette émission l'immense figure de son père, et d'ailleurs de nous faire part de la création d'une association, l'association pour l'honneur du colonel Argout. Comme d'habitude, on y est habitué, il y a eu un certain nombre de journalistes malhonnêtes qui ont cherché à salir, comme d'habitude, la mémoire du colonel Argout, comme en d'autres temps, d'autres héros de l'Algérie française avaient essayé d'être salis. Donc je suis très heureux d'avoir Jean-Marie Argout pour la première partie de cette émission. Je vous remercie. Voilà, et donc je suis toujours assisté par la charmante et non moins gentille Elisabeth. Merci. Nous aurons d'ailleurs, à la fin de la première partie, avant la deuxième partie, la joie d'avoir Anne Brassier au téléphone pendant 5 minutes ou un petit peu plus pour qu'elle nous parle d'un certain nombre des actions qu'elle entreprend en ce moment. On sait qu'elle entreprend toujours plein de bonnes choses. Voilà, ce sera vers 17h. Moins le quart. Voilà, c'est ça. Enfin, donc à peu près à moitié de l'émission. Donc à peu près vers 13h, quelque chose comme ça. Alors, cher Jean-Marie Argout, l'association s'appelle exactement Association pour l'honneur du colonel Argout. On va en parler, mais bien sûr, j'aimerais, et surtout peut-être pour les plus jeunes, qu'on évoque un petit peu la figure du colonel Argout. Moi, ce qui m'a toujours déjà beaucoup impressionné, c'est que c'était un polytechnicien, et un polytechnicien qui était un super guerrier. Donc, il alliait à la fois les qualités du grand ingénieur, de la grande école, et en même temps officier brillant. Jean-Marie, votre père nous a quittés à quelle époque ? C'est il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps. Mon père, le colonel Argout, est décédé au mois de juin 2004, à quelques jours de ses 90 ans. Il était donc né... Bel âge. Je vous remercie. Il était donc né en 1914 et il racontait qu'il avait gardé le souvenir dans sa tendre enfance d'avoir entendu, puisqu'il n'était pas très loin de ces lieux-là, le son des canons de Verdun. C'est donc quelqu'un qui a eu une enfance qui est très éloignée de celle que j'ai pu avoir moi-même dans les années 70. Alors, bien sûr, on va pas évoquer toute sa carrière, mais pour montrer que c'était quand même vraiment, on l'a dit, un officier extrêmement brillant. Donc, il sort de l'école polytechnique en 1937. Il est versé dans la cavalerie.
Et puis, il se retrouve en Algérie, fait la campagne de Tunisie, campagne de France. Je vois qu'il est délégué à la conférence de Paris auprès de l'ambassade soviétique, conseiller technique du général Delattre. Enfin, on pourrait continuer comme cela. Et puis, bien sûr, après plusieurs étapes de sa carrière, il est entre autres chef d'état-major du corps d'armée d'Alger du général Massu. Et ce qui va lui donner une position assez centrale pour des événements qui ne vont pas manquer de se produire quelques mois ou quelques années plus tard. Bien sûr, le colonel Argout, mon père, a eu la chance au cours de sa vie de rencontrer un certain nombre de personnalités, un certain nombre de chefs, d'exception. Il a écrit dans son livre à un certain nombre d'endroits qu'on ne connaît bien un homme, on ne peut le juger qu'une fois qu'il est mort. Je dis cela parce que parmi les chefs d'exception qu'il a pu connaître, on pourrait penser au général Massu, mais malheureusement, le jugement que mon père a pu porter sur le général Massu jusqu'en 1960 ou 1961 a largement, fortement diminué, s'est dévalorisé au vu du refus d'engagement du général Massu dans les événements du putsch, auquel pourtant il était intimement favorable. Étant donné que contacté, il ne les a pas dénoncés. Je disais que le colonel avait eu la chance de rencontrer des hommes d'exception. Le premier d'entre eux était sans doute, ou le plus important, était sans doute le général Delattre, dont il a été le conseiller presque personnel pendant 2 ans, et dont l'épouse, la maréchale Delattre, que j'ai eu la chance de connaître, qui est décédée, sauf erreur de ma part, je dirais vers 1999 ou 2000, disait que le général Delattre considérait mon père comme son propre fils qui était décédé en 1951, et oui. Le premier tué de la grande offensive voulue et gagnée par le général Delattre à Vignières. Mon père donc a eu la chance de connaître le général Delattre, et puis ensuite cette étroite collaboration avec le général Delattre, dont il a été un conseiller en tant qu'officier supérieur, il avait le grade de commandant, lui a permis, je dirais, de faire valoir ses talents, d'être affecté dans des endroits où il a pu, en tant qu'officier supérieur à un niveau important, expérimenter à la tête du 3e chasseur d'Afrique le fruit de ses réflexions. Mon père a réfléchi d'abord aux côtés de Delattre et puis ensuite dans sa participation aux divers états-majors en Allemagne, dans l'expérimentation Javelot en 1955 puis en 1957, à la guerre contre-révolutionnaire. Il a pu expérimenter ses idées une première fois à la tête du 3e régiment de chasseurs d'Afrique, qui a été engagé en 1955 en Algérie, dans un sous-secteur, c'est-à-dire dans une zone de 700 à 800 km², donc quelque chose de pas très grand finalement. Ses idées. C'est-à-dire qu'il était persuadé que les méthodes employées pour faire face à l'insurrection qui avait lieu en Algérie, les méthodes employées par l'armée française n'étaient absolument pas efficaces, car elles se trompaient d'ennemis, elles se trompaient d'objectifs. L'enjeu, il en était intimement persuadé, je pense qu'il avait raison, n'était pas de détruire les insurgés, mais était de conquérir la population. Ça, c'est très intéressant parce que on a pu dire, je crois que c'est pas forcément quelqu'un qui est une référence à 100% sur toutes les alliés géopolitiques, mais enfin, ça a été quand même quelqu'un d'important et quand même plutôt dans le bon camp, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Alexandre de Marange, qui a été patron du renseignement pendant bien longtemps et qui a écrit quelques ouvrages et qui dit qu'à partir de la guerre de 40, les guerres sont idéologiques. Et donc il faut intégrer d'une manière ou d'une autre la dimension idéologique de l'ennemi dans le combat et la dimension de la population. Et c'est vrai que la France, probablement, et sans doute en Algérie, alors je ne sais pas si c'est... Est-ce que peut-être vous avez réfléchi, Jean-Marie Argout, c'est peut-être effectivement les Français qui, les premiers, pendant cette bataille d'Alger, ou en tout cas au cours des événements d'Algérie, ont eu à concevoir la guerre contre-révolutionnaire. En tout cas, ce que je puis dire, et je vous rends tout de suite la parole, c'est qu'on sait bien que les Israéliens, et Moshe Dayan en particulier, est venu
en Algérie rencontrer, je crois que c'est le général Chal, pour apprendre un peu comment on pouvait lutter non seulement militairement, mais politiquement contre un ennemi idéologique très fort. Donc, en tout cas, je vous rends la parole. Et en tout cas, c'est certainement un aspect très intéressant, original, anticonformiste, précurseur de votre père, d'avoir évidemment été un de ceux qui ont cherché à concevoir la guerre contre-révolutionnaire. Je dirais, bien sûr, j'apporterai tout de suite quelques nuances, étant donné que, surtout en France, où nous avons la Révolution dès le XVIIIe siècle, on ne peut limiter l'arrivée de la Révolution et de la contre-révolution au milieu du XXe siècle. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette idée de guerre révolutionnaire, telle que la connaît la France dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec ce grand terrain d'entraînement pour ceux qui l'ont voulu, les communistes, qu'a été l'Indochine, l'Algérie se trouve être le terrain où la France expérimente, j'allais dire pas au plus près de ses frontières, à l'intérieur de ses frontières, puisque l'Algérie était déjà département, rappelons-le, effectivement département français, et que les officiers de l'armée française ont eu l'occasion de réfléchir en observant la défaite en Indochine, comment il fallait s'y prendre et pourquoi ils avaient échoué. Le général Delattre, dont je donnais l'exemple tout à l'heure, était arrivé en Indochine à un moment où la guerre révolutionnaire menée par le Viet Minh avait déjà atteint un seuil où on dépassait le niveau du terrorisme individuel et où on avait des bandes armées importantes. Donc lui avait porté son action pour inciter, pour contraindre ces bandes armées à accepter des batailles conventionnelles, et il les a donc défaites à ces fameuses batailles classiques, dites la bataille de Vignène. En Algérie, la question est totalement différente. Je dirais que, oui, vous avez raison, cette guerre a une dimension idéologique, mais l'idéologie, finalement, c'est peut-être un peu la finalité, le but poursuivi au-delà de la guerre. Alors que là, et donc il y a une incidence sur toute population. Alors que là, le but de la guerre elle-même, j'allais dire, le moyen de gagner la guerre est la conquête des populations. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire de la guerre, pendant longtemps, le but a été de conquérir des territoires. Et puis, à un moment donné, et c'est plutôt l'avènement des batailles du 19e, puis des guerres mondiales du 20e siècle, le but a été de dire il faut détruire l'ennemi par le feu. C'est d'ailleurs la grande intelligence de Pétain d'avoir découvert en 1916 que le feu tuait et que c'était le nouveau but de la guerre, c'était de détruire l'armée adverse. Or, le problème est que l'armée française, les officiers, ont, je dirais en Algérie, une guerre de retard, sont encore sur la Première et la Seconde Guerre mondiale et se disent notre but est encore de détruire l'ennemi. De détruire du matériel et du personnel. Les félagas, voilà, oui. De ramasser des armes, de compter voilà. Le nombre de tués. Oui. Alors que le problème, c'est que l'ennemi se recrute dans la population et que c'est presque le contraire. Plus on tue d'ennemis, plus on perd la guerre, puisque plus on tue des membres des populations. Donc, le colonel Argout a estimé que ce à quoi il fallait réfléchir, c'était à savoir quelle était l'origine de l'engagement de ces populations à l'ennemi. Et donc il a écrit un certain nombre d'études qui ont été publiées dans divers articles de revues de la Défense nationale il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années. Et il a estimé que ces populations basculaient chez l'ennemi dans une organisation qu'il a appelée l'organisation politico-administrative à la suite d'une agitation, d'une propagande, d'un enrôlement qui était fondé et appuyé sur la terreur. Je pense qu'il ne se trompait pas, ses succès par la suite l'ont montré, l'engagement des populations locales auprès, disons, des rebelles était principalement lié à la terreur. Quand le troisième chasseur d'Afrique, pour prendre cet exemple-là, a su contrer ces armes révolutionnaires par les moyens que mon père avait imaginés, qu'il a fondés sur un triptyque, protection, engagement, contrôle. Quand il a réussi à les protéger,
les populations se sont engagées auprès de lui et il a su contrôler les bénéfices de cet engagement. Le problème de la suite est lié à cela. C'est-à-dire que le colonel Argout, chef du 3e chasseur en 1957, et puis bientôt adjoint du général Massu au corps d'armée d'Alger, l'un des 3 grands corps d'armée sous les ordres du général Chal en Algérie, quand il a réussi dans une certaine mesure à étendre cet esprit au combat mené par la France en Algérie, à ce moment-là, il a notamment, ce n'était pas le seul, il a conduit plutôt à un engagement relativement massif, ou en tout cas ceux qui ont fait comme lui, ont conduit à un engagement massif de populations envers lesquelles il s'était lui-même engagé en ce qui concernait leur protection. Le jour où il s'aperçoit que cet engagement avait été trahi, à ce moment-là, il s'aperçoit que c'est le fondement même de tout ce qu'il avait mis en place qui saute. Il s'était engagé au nom de la France. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que on dit, c'est pourquoi on n'a pas parlé, pourquoi il y avait des discussions sur la qualification des événements d'Algérie. Les événements d'Algérie, pour tout un tas de raisons, n'étaient pas qualifiés de guerre, mais ça avait surtout une incidence très pratique sur le terrain, c'est-à-dire que les militaires ne bénéficiaient pas de tout un tas de choses dont on peut bénéficier en état de guerre. Ce qui veut dire que l'armée, quand elle prenait des rebelles, était obligée de les déférer aux tribunaux, qui suivaient de longues procédures judiciaires et qui le plus souvent étaient relaxés ou condamnés à des peines de prison tout à fait dérisoires. Mais ça voulait dire également qu'au vu de l'ensemble d'organisations de terreur que faisaient régner les bandes rebelles sur le terrain, cela signifiait que l'ensemble de l'organisation administrative civile de la France était délitée et qu'il revenait à l'armée de pourvoir à ses besoins de l'administration. C'est-à-dire que l'armée représentait beaucoup plus qu'une force guerrière. L'armée représentait l'administration, elle représentait la force, mais elle représentait l'État dans énormément de volets de son action. Alors justement, si je puis me permettre, parce que on a bien compris dans ce triptyque qui vise donc à retourner les populations pour les faire revenir dans l'acceptation et l'adhésion à la France. Il y a donc cette protection. Est-ce que dans la protection, il y a bien sûr la protection par rapport au terrorisme, par rapport à ceux qui les terrorisent, donc le FLN, mais et les choses sont extrêmement claires. Est-ce que vous incluez, est-ce que votre père incluait également la protection au sens d'une partie de la colonisation, c'est-à-dire, je pense aux officiers SAS qui étaient amenés à ouvrir des écoles, à ouvrir des routes, et donc voilà, est-ce que dans la protection, il y avait carrément également, j'allais presque dire, la protection sociale, et voilà. C'était totalement indissociable. C'est-à-dire que dans l'action qui a été menée par le 3e chasseur d'Afrique sous les ordres du colonel Argout ou de son prédécesseur, quand à l'époque où mon père était son second, il y avait un travail étroit avec le lieutenant puis capitaine Morin qui s'est tué de façon dramatique dans un accident. Il s'est noyé dans l'océan Atlantique, je crois, en 1959 ou en 1960, et qui avait rallié, qui était chef d'une section administrative spéciale, et l'action les SAS et l'action militaire était indissociable effectivement de toute cette protection administrative qui permettait effectivement à la colonisation de se développer. Mais je précise que colonisation dans ce sens-là était entendue au sens étymologique du terme, c'est-à-dire colérer en latin la culture, c'est-à-dire permettre aux cultures locales de continuer à se développer tout en permettant à aux personnes des civilisations un petit peu plus avancées, de les aider par un transfert de technologie, de savoir-faire, de tas de choses, d'avancer dans ces cultures de l'Algérie. Alors, si on pourrait avancer un petit peu, parce que c'est un petit peu ce qui a provoqué la création de l'association, on aurait pu d'ailleurs, hors antenne tout à l'heure, on a évoqué bien sûr l'approche historique aujourd'hui qui est toujours malheureusement bien trop souvent
partielle et partiale de la colonisation, ce serait très intéressant de développer le fait qu'il faut bien sûr analyser la décolonisation au sein de la guerre froide et qu'évidemment le mouvement de la décolonisation a été totalement récupéré par le marxisme. Bon, et là, je pense que bien sûr, il y a d'ailleurs des analyses de votre père qui sont connues sur le sujet, mais si je puis me permettre, quitte à ce que vous reveniez sur ce point, je voudrais qu'on en arrive au putsch, et j'ai envie de dire, parce qu'on sait que votre père en a été l'âme, pour ne pas dire l'instigateur, et je vais être très, vous voyez, j'ai envie de dire, bon ben voilà, finalement, ça s'est arrêté au bout de 4 jours. Pourquoi qu'est-ce qui fait que je ne sais pas si vous oserez donner parce qu'après il y a les hommes qui interviennent, etc. Mais bon, lui il avait conçu cela. Bon, pourquoi ça a été un échec? Vous me posez évidemment une question difficile. Je pense que je vous répondrai un peu comme un homme politique, c'est-à-dire je ne répondrai pas à la question. C'est plutôt moi la politique d'habitude, et vous n'êtes pas. Donc. Je dirais qu'on ne peut pas répondre à la question du putsch si on ne se replace pas un peu plus d'un an en arrière sur la question des barricades. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail des événements d'Algérie, disons que le discours de De Gaulle évolue très très vite entre les quelques mois précédents, le 13 mai 58, où il a réussi à négocier son retour au pouvoir, qui ne se fait que parce qu'il s'engage sur l'Algérie française, avec tout un tas de discours de Modeste Taganem et autres que vous connaissez très bien et mieux que moi, et où il s'engage de façon définitive et indiscutable sur l'Algérie française comme étant la seule solution. En quelques mois, en quelques années, son discours évolue très rapidement jusqu'au moment du 16 septembre 1959, où il prononce un discours où il, pour la première fois, la solution algérienne, ce qu'il appelle la solution algérienne, devient quasiment le centre du discours et la solution française devient quasiment inconcevable. À ce moment-là, les pieds noirs comprennent qu'ils ont été trompés et que la solution qu'ils appelaient de leur vœu, ou en tout cas qui avait toujours été annoncée fermement par le gouvernement français, en particulier par le général de Gaulle, n'était pas plus celle qui était envisagée. En janvier 1960, des barricades commencent à se lever, disons, faisons simplement, en Algérie, avec un homme politique, Ortiz, un autre, Lacaillarde, à ses côtés, et en phase 2, nous avons divers officiers généraux, le général Chasles, nous avons, je crois, ça doit être Jacques Chevalier, à la tête le représentant civil en Algérie, et on passe à 2 doigts du bain de sang. Les ordres de Paris, les ordres de De Gaulle sont très fermes, tirés sur la foule. Le colonel Argout, mon père, était à l'époque chef d'état-major du général Massu à Alger. Massu vient de se faire rappeler en urgence en France et muté en Allemagne par le général De Gaulle, car il s'est laissé aller à un interview à un journal allemand où il a critiqué le discours du 16 septembre du général De Gaulle, qui ne lui fait pas de cadeau et instantanément le rappelle. Le colonel Argout se retrouve, malgré son grade, il n'est que colonel, certes un peu ancien, certes promu à un bel avenir, mais dans un système hiérarchisé comme l'armée, il n'est que colonel, mais se trouve finalement quasiment le seul qui est obéi, écouté de ceux qui ont des pouvoirs, les colonels, chefs de corps des parachutistes. Mon père utilise son aura auprès des régiments parachutistes et s'engage auprès d'Ortiz, représentant des pieds noirs à Alger, que l'armée ne tirera pas sur la foule et que les régiments parachutistes laisseront passer les manifestants sans leur tirer dessus. Je vous passe les détails. C'est un détail extrêmement intéressant. Ces journées se passent bien jusqu'au moment où les pieds noirs ne savent pas forcément exploiter leur succès politique. En phase 2, le représentant du gouvernement général non plus ne sait pas très très bien comment s'en faire. Et puis on arrive à vouloir organiser une grande manifestation avec le musulman et les pieds noirs. Malheureusement, à ce moment-là, les parachutistes et le colonel Argout sont retirés du jeu par ordre de Paris. On a un bain de sang. Les gendarmes tirent sur la foule et peu de temps après, c'est l'échec
des barricades. C'est-à-dire que, ou plus exactement, les pieds noirs montent des barricades, ils ne tiennent pas la distance, ça aura des conséquences très très graves sur le putsch, et c'est sans doute une des causes de l'échec du putsch. Vous voyez, je vous en donne une quand même. Vous avez raison, on a dit, un peu en simplifiant, que quand les civils étaient prêts à y aller, l'armée ne l'était pas encore, et quand l'armée y a été, les civils étaient un peu découragés. Et il aurait fallu, votre père était trop seul, il aurait fallu qu'il y ait plusieurs avec lui, et que dès les barricades, l'armée rejoigne les barricades. Alors, en réalité, c'était ça qu'il fallait faire sans doute, mais au moment des barricades, il était sans doute trop tôt. Parce qu'il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de pensée collective, il n'y avait pas d'idées cohérentes qui étaient poursuivies par un certain nombre de personnes. Et donc, l'armée, on a dit un putsch, ça va être plutôt quand les choses échouent. L'idée serait plutôt un pronunciamento, au sens, j'allais dire, presque constitutionnel du terme. C'est-à-dire, l'armée, en tant qu'instrument institutionnel, se prononce. Mais en réalité, c'était pas possible, puisqu'il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas d'unité. Mais ce qui s'est passé, pour faire bref et simple, c'est qu'au niveau des barricades, quand les pieds noirs se sont murés en une contestation en levant des barricades, ils n'ont pas montré assez de force de caractère. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat pour tout un tas de raisons, pas d'organisation, tout un tas de choses. Ce qui fait que le général Schall, qui les a vus ne pas être capable de tenir un mouvement dans la durée et s'essouffler, a perdu confiance en eux. Et donc effectivement, quand le général Schall, et il faut lui rendre hommage, a accepté de prendre la direction du putsch, il avait pensé ab initio qu'il n'était pas concevable de mettre les pieds noirs dans l'affaire. Mon père n'avait pas cette idée-là. Quand on l'a envoyé au moment du putsch en avril 61, au bout de 2 jours à Alger, le général Schall a choisi de l'envoyer à Oran. Mon père avait dans l'idée de monter une grande manifestation avec tous les pieds noirs d'Oranie et simplement le soutien de la musique de la Légion étrangère. Malheureusement, la défection en cours de route du colonel Brottier, qui s'était engagé et qui au bout de 2 jours a retourné Kazakh, en espérant un avancement qui n'est pas venu par-dessus le marché, rien ne s'est fait et il n'y a pas eu d'entrée en lice des pieds noirs. Qui est certainement une des raisons, une des deuxièmes raisons concrètes de ce putsch qui finalement ça s'arrête en cours de route, quoi. Et alors, l'heure avance, c'est passionnant, c'est des portes que nous ouvrons, hein, et d'ailleurs, je pense que vous allez nous redire le titre de l'ouvrage de votre père, parce que bien sûr il y a un certain nombre de brochures qui seront liées à l'association que vous venez de créer, mais redonnez-nous le titre de l'ouvrage capital de votre père, qui est un petit peu long, je sais, mais allez-y. Mon père a écrit un ouvrage qui est paru en 1974 chez Fayard, La décadence, l'imposture et la tragédie, qui a été réédité aux éditions L'Albatros, je ne saurais plus vous dire en quelle année, dans les années 1990. À cette époque-là, les grands éditeurs osaient encore éditer des auteurs, on va dire, marqués, enfin, ou oui, en tout cas des auteurs engagés, voilà. Bon. Je me permets de vous couper, le courage n'a pas duré très longtemps, puisque le livre a été tiré à 100 000 exemplaires en l'espace de 3 mois ou 4 mois, entre septembre et décembre 1974. Au mois de janvier, Fayard a refusé de retirer l'ouvrage. Incroyable. Un coup de téléphone du ministère avait mis fin à son courage. Ah oui, et c'était déjà 74, c'était Giscard, ou c'était encore la fin de Pompidou? Non, puisqu'on est en 75, donc nous sommes déjà sans doute déjà Giscard. Bon, c'était peut-être pas Bijard quand même qui a fait le coup de téléphone, on ose espérer. Enfin bon, vous nous le direz pas. Alors voilà, on va parler de l'association et un mot, parce que vous avez été horriblement choqué par on a dénaturé les propos de votre père. Sur le problème de la torture dans cet ouvrage capital dont vous nous avez donné à l'instant le titre et que je recommande bien sûr à tous les éditeurs pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Donc, dites-nous un petit peu un mot de cette polémique qui est en fait à l'origine, mais je voudrais rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie, bien sûr, que nous avons la chance d'avoir Jean-Marie Argout, fils du colonel Argout, comme premier invité de cette émission, que dans quelques minutes, nous aurons tout à l'heure Daniel Desbrosses pour son ouvrage merveilleux Bussy-Rabutin, qui était également un grand guerrier. On pourra d'ailleurs parler on a parlé d'un type de guerre, c'était à l'époque des guerres qui étaient bien différentes, mais qui étaient
non moins des vraies guerres, mais justement où les populations étaient beaucoup moins prises en otage qu'au XXe siècle et bien sûr au XXIe siècle. Voilà. Et donc Elisabeth, tout à l'heure, nous appellera Anne Brassier, que nous aurons la chance d'avoir au téléphone. Donc voilà, nous revenons à l'association, donc l'APHCA, tout simplement l'association pour l'honneur du colonel Argout, donc qui est située 2 place Massaric 88 260 à Darney. Hein, voilà. Alors, revenez un petit peu sur ce problème de cette polémique sur des phrases dénaturées dans l'ouvrage de votre père concernant la torture. Alors, je dirais, à titre de préambule et très rapidement, que papa est mort en 2004, le 10 juin, et le soir même, et le lendemain matin, un de ses anciens lieutenants, ou sous-lieutenants plutôt, monsieur Soisson, député à l'Assemblée nationale, a interrompu les débats, a rendu publiquement hommage au colonel Argout, à l'homme qu'il était. Bon, il a ajouté, même s'il n'a pas personnellement adhéré à l'ensemble de ses combats, mais il rappelle que ses officiers l'avaient surnommé le Petit Prince. Aucune protestation ne s'est élevée sur les bancs de l'Assemblée. Quelques années plus tard, un groupe d'amis qui ont combattu avec lui dans l'organisation armée secrète, donc dans l'OAS, après le putsch, après l'échec du putsch, les gens se sont retrouvés naturellement dans la clandestinité, ont essayé de poursuivre le combat. Ses amis ont voulu déposer une plaque, somme toute assez neutre, sur sa tombe, au fin fond des Vosges, petit village de Darney, qu'il connaît. Colonel Argout, ses organisations d'organisations armées secrètes. Et là, nous avons une association, comme beaucoup d'autres, subventionnée par des fonds publics, la Ligue des droits de l'homme, section Toulon, qui a mené une véritable campagne de dénigrement contre le colonel Argout, l'accusant de fascisme. Bon, c'est un terme qui est assez sympathique, on aimerait savoir ce qu'il veut dire, surtout que mon père a été, pour sa part, participé à la libération de la France, n'a jamais été engagé du côté de Vichy, bon, jusqu'en 1942 certes, mais on ne sait pas très bien ce que veut dire ces choses-là, mais surtout beaucoup plus grave, ils ont appuyé leur dénigrement sur une citation tronquée de son livre. C'est-à-dire que dans son livre « La décadence, l'imposture et la tragédie », mon père décrit la situation qu'il a trouvée en Algérie et dit voilà, il y avait deux situations différentes qui existaient. D'un côté, celle du général Labollardière, qu'il qualifie d'angélisme criminel, et d'autre part, il décrit ce qu'il appelle la redoutable efficacité des parachutistes, mais en regrettant un certain nombre d'agissements qu'il, effectivement, est obligé de constater comme étant efficaces, mais qu'il regrette comme étant, pour lui, incompatibles avec les exigences d'une conscience occidentale, et notamment de sa conscience d'officier chrétien. Je ne dis pas qu'il avait raison, je ne dis pas qu'il avait tort, je ne veux pas faire ici le procès de la torture, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure ou pas, mais c'était ce qu'il écrit, et il proposait une troisième solution. La Ligue des droits de l'homme, section Toulon, sur son site, écrit « Le colonel Argout revendique 2 points », et là, ils écrivent les agissements liés à la redoutable efficacité des parachutistes. Cette citation a été reprise in extenso par de nombreux médias, l'AFP en premier lieu, Le Figaro par la suite, d'autres journaux locaux, et j'allais même dire d'autres journaux plutôt de notre côté, qui ne m'ont pas plus que les autres donné de droit de réponse. Voilà. Donc ça a été le premier point. Le deuxième point a été qu'à la suite de cette agitation, il n'en faut pas beaucoup pour nos ennemis, une vingtaine de mails ont été envoyés sur toute la France, et de ces courriers électroniques adressés au maire du village, au préfet et à l'évêque du lieu, il y a eu 2 interdictions. D'une part, le maire et le préfet ont interdit l'accès à la tombe, l'accès au cimetière. Le cimetière a été cadenassé avec une chaîne, avec un arrêté interdisant l'accès à la tombe du colonel Argout. D'autre part, pour faire bonne mesure, l'évêque a trouvé moyen d'interdire la messe. Ou en tout cas, telle qu'elle était prévue, on ne pouvait pas évoquer le nom même de colonel Argout. Antoine, ça allait très bien, mais colonel, ce n'est pas possible. Nous avons réagi par un référé liberté technique, administrative, juridictionnelle.
La justice nous a donné raison et nous a enjoint au préfet de permettre à la cérémonie de se dérouler telle qu'elle était prévue. Malheureusement, nous n'avons pas de tel référé liberté devant les autorités du ciel, donc nous sommes bornés à dire la messe à la maison en privé, et c'est ma foi tout à fait agréable d'avoir la chance de voir ces lieux de vie au quotidien se transformer en hôtel et d'y recevoir la Sainte Communion. Mais beaucoup plus grave, c'est que par la suite, il a été impossible d'obtenir les droits de réponse en justice avec les frais que cela pouvait engager face à des journaux comme l'AFP, comme le Canard enchaîné, comme le Figaro. J'avoue que ça a été très difficile d'envisager à titre personnel de poursuivre le combat. D'où l'association. D'où l'association, et je termine en quelques mots. L'idée de l'association a donc initialement été uniquement d'essayer de trouver une réponse à ces attaques en se disant voilà, il faut répondre, il faut faire des procès. Pour faire des procès, il faut avoir un soutien qui est aussi un soutien financier, et donc il faut créer une association. Dans un deuxième temps, le débat s'est élargi. En réalité, il s'agit réellement de défendre non seulement une mémoire, mais un honneur qui était partagé par beaucoup d'autres. Et cet honneur, il se défend par une adhésion d'un certain nombre de personnes qui, même sans soutien financier, disent voilà, un peu comme la phrase qu'on prête à tort à Voltaire, puisqu'il n'a ni écrite ni dite, c'est « je ne suis pas de votre avis, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez donner vos idées ». Et bien entendu que Voltaire n'aurait jamais dit ça, puisque s'il s'agissait de l'Église, il était bien entendu que Voltaire n'aurait jamais eu l'idée de laisser la parole aux gens qui voulaient défendre la thèse de l'Église. En revanche, c'est l'idée de l'association, et j'avoue que j'ai un certain nombre d'amis qui m'ont fait l'amitié d'adhérer à l'association, bien que n'étant pas du tout dans mes idées à la base. Je dirais c'est un petit peu l'élégance de pensée qu'a pu avoir le président Bidault quand il est rentré dans l'OAS, comme Jacques Soussel qui est rentré dans l'OAS. L'idée était qu'il ne partageait pas forcément toutes les idées, mais en revanche il partageait la plus importante, celle de l'amour de la patrie, du pays, de l'honneur. Et je termine en donnant quelques exemples d'adhésion que j'ai reçues, au moins une. J'ai eu le plaisir de recevoir un certain nombre de virements bancaires de pays étrangers, d'Italie par exemple, qui était un pays qui avait accueilli en particulier à l'époque le colonel Argaud, mon père, le président Bidault bien entendu, un vieil ami Philippe de Massé qui était rentré en dissidence après le 16 septembre de 1959. Et cela montre que, effectivement, l'honneur est quelque chose qui mérite d'être défendu. C'est même, je dirais, la cause qui mérite de perdre sa vie quand on s'engage comme officier pour défendre son pays. Merci beaucoup, et vraiment bravo pour cette association, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, je dirais, la pensée du colonel Argaud, c'est doublement scandaleux cette histoire de cet épiphénomène sur la caricature de propos de votre père, parce que la fougue, l'engagement extraordinaire de votre père jusqu'au bout faisait en réalité bon ménage avec une extrême finesse de pensée. Et justement, et c'est ça qui est passionnant dans tout ce qu'écrit votre père et dans sa pensée, c'est que c'est à la fois un engagement total, mais une finesse dans l'analyse qui n'est jamais démentie. Et donc vraiment, bravo pour cette association. Je redonne simplement son nom, l'APHCA. D'ailleurs, le courriel, c'est aphca@orange.fr. Alors je précise rapidement, nous avons des choses qui sont en cours. Nous avons ouvert une page Facebook, donc Colonel Argaud. Nous avons un site colonel-argaud.com et nous avons une adresse internet qui est simplement contact@colonel-argaud.com. contact@colonel-argaud.com. Merci beaucoup, Jean-Marie Argaud. Alors, chers auditeurs, je pense que je vais avoir au téléphone Anne Brassier. Donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, avant tout à l'heure d'avoir en deuxième partie notre cher Daniel Desbrosses sur son ouvrage Bussy-Raboutin. Chère Anne Brassier, est-ce que vous êtes au téléphone ? Oui, bonjour Thibault, bonjour chers auditeurs, bonjour voilà. Elisabeth. Je trouve que Jeanne d'Arc est bien là entre deux soldats, Bussy de Raboutin et
Et le colonel Argout, et le colonel évoqué par son Argout, fils à je trouve l'instant. que votre émission est parfaitement organisée. Voilà, grâce à vous, c'était le petit point d'orgue en plus, grâce à Elisabeth qui m'a dit, voilà, en plus on appellera Anne Brassy avec joie. Alors, je vous laisse la parole, Anne. Eh bien, je voulais évoquer pour les auditeurs de Radio de Courtoisie la belle association avec Jeanne que Monsieur l'abbé Tanoirne et Monsieur Bournazel, Camille Bournazel, avaient monté pour célébrer le 600e anniversaire de Jeanne. Et vous le savez, il y a eu des colloques très intéressants. Et samedi prochain, samedi 23 juin, il propose un voyage à Reims qui m'a l'air aussi fantastique que celui de Rossini. On part à 8h15 de la place de la Bourse, 8h précises, place de la Bourse, côté avenue du 4 septembre, messe à la cathédrale à 10h30, visite de la maison natale de Saint-Jean-Baptiste de la Salle après la messe, repas à midi au restaurant côté cuisine, une allocution d'Alain Bournazel sur la politique de Jeanne d'Arc, et après une visite accompagnée de la basilique Saint-Rémy, de la cathédrale de Reims et du palais de Thau en compagnie du conservateur. Et fin de la visite à 17h30 et retour sur Paris. Il y a aussi un train qui part à 8h58 et une navette rapide entre la gare et la cathédrale si certains veulent y aller en train. Donc, pour s'inscrire, il faut téléphoner alors, d'abord peut-être les prix. Il en coûte 50 € par personne, l'aller-retour, sauf si bien sûr vous prenez votre train tout seul. Mais pour avoir des informations, vous téléphonez à 07 62 07 26 41. 07 62 07 26 41 ou vous demandez au courriel Jeanne d'Arc tout accroché 2012 @yahoo.fr. Alors, on redonne le courriel, Anne. Jeanne d'Arc tout accroché 2012 @yahoo.fr. Très bien. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que je voulais vous proposer, c'était une opération de mécénat. Parce que toujours cette association a décidé d'ériger une très belle statue, la statue de Boris le Jeune, qui est une statue que l'on peut voir sur le site avec Jeanne.fr. C'est une statue magnifique. Jeanne d'Arc tend les bras vers le ciel. Elle a son épée au côté. Elle est sur la pointe des pieds. Elle est vraiment un trait d'union entre le ciel et la terre. Et bien sûr, dans un de ses bras, elle brandit son étendard. D'accord. Et puis, mais encore ça, c'est une très belle opération. Quand vous allez voir la photo, vous allez être ébloui. La photo de la statue. Et puis une dernière opération, nous sommes à la veille des vacances, les auditeurs de Radio Courtoisie vont s'égayer dans toute la France. Eh bien, il s'agit de fleurir toutes les statues de Jeanne qu'ils peuvent rencontrer sur le lieu de leur famille, leur lieu de naissance, partout. Fleurir ces statues, dire à leurs amis de continuer à la fleurir, repérer les statues qui sont en train de sortir de l'église, parce qu'il y a quelques gens mal intentionnés qui trouvent que les statues, ça départ dans une église. Donc il faut les chercher, quelquefois elles sont cachées, plein de à la sacristie. Et d'araignées. Et donc il faut les remettre à l'honneur, puisque c'est le 600e anniversaire de Jeanne. Et si vous voulez, c'est une façon de répertorier toutes les statues, d'aider à leur renaissance, à leur remise en... Chaque villageois peut d'ailleurs remettre en état cette statue et décider le prêtre à la remettre à l'honneur. Et puis, ça permet aussi, en faisant campagne dans la ville ou le village, de se rendre compte qui célèbre Jeanne d'Arc, et donc savoir qui
Tout à fait, de tisser des réseaux. Qui deviendra votre ami. Voilà, de tisser des réseaux, de réveiller l'âme de la France. Voilà, Thibaut, vous avez tout compris. Vraiment, merci pour tout cela, chère Anne Brassier. Merci à vous, Thibaut, de nous avoir accueillis, Jeanne d'Arc, l'abbé de Tanoine, Alain Bournazel et moi-même. Et vous-même, voilà. À très bientôt, Anne Brassier. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Thibaut. Au revoir. Dimanche 24 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 24 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Assemblée générale de l'association à 11h30. Causerie avec Oscar Freisinger à 14h15 sur le thème « Rendre le pouvoir au peuple ». Avec Jean-Christian Petit-Fils à 17h, le Jésus de l'Histoire. Retenez, dimanche 24 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Eustrecher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Alors, chers auditeurs, nous entamons la deuxième partie de cette émission avec Daniel Desbrosses. Je rappelle son ouvrage qui est paru en 2011, Bussy-Rabutin, le flamboyant aux éditions Via Romana. Alors, c'est un ouvrage assez important. On va dire que Bussy-Rabutin, c'est en plein le XVIIe siècle, parce que si j'ai bien fait mes calculs, alors il est né en 1618 et je crois à un peu moins de 75 ans. Il a dû mourir en 1693. Voilà. Donc, on est en plein XVIIe siècle. Et ce qui est passionnant, c'est qu'à travers cette figure extrêmement plus qu'attachante, eh bien, en fait, grâce à vous, cher Daniel Desbrosses, on pénètre dans ce XVIIe siècle qui est, bon, on peut dire ça de tous les siècles, mais qui est certainement charnière, parce que vous nous dites, d'ailleurs, au fil des pages, qu'il y a un certain nombre de Bussy-Rabutin, peut-être avec son côté désintéressé au service du roi. C'est peut-être la fin d'une époque, voilà. Bon, et puis, il y a tellement de choses. Simplement pour lancer quelques pistes, et puis on pourra aller plus dans le détail. Il faut savoir que vous allez nous parler de cette famille de Bussy, qui est bien sûr est liée à Madame de Sévigné, avec qui, bien sûr, Bussy-Rabutin a eu des échanges épistolaires, et puis Sainte-Jeanne de Chantal, que je ne le savais pas, qui est tout simplement sa tante, celle qui a créé l'ordre de la Visitation. Voilà. Alors, allez, je vous laisse tout de suite la parole, et puis on évoquera plein d'aspects, bien sûr. Alors, voilà, Bussy-Rabutin, qui est déjà au moins un grand homme d'épée, un grand guerrier, un homme qui, il faut bien le dire, a beaucoup aimé les femmes, et puis un poète. Voilà. Donc, ça fait beaucoup, cher Daniel Desbrosses. Merci, mon cher Thibaut de la Tocquenay. Merci d'avoir été invité par vous, après avoir été invité déjà dans cette bonne maison que je fréquente déjà depuis des années. Voilà. Et j'étais très étonné, agréablement étonné, quand vous m'avez convié, parce que je pensais que votre émission ne touchait que les problèmes politiques. Là, je viens d'assister avec le fils du colonel Argout à un déploiement qui m'a beaucoup intéressé, parce que je me suis retrouvé moi-même en Algérie, enfin, période, puisque j'étais sursitaire, etc. Et j'ai assisté à cette bousculade sans bien comprendre ce qui se passait. Et la plupart des Français n'ont rien compris et se sont engagés sur la voie que les médias leur ont indiquée, comme toujours. Et ça continue. Bon. Alors là, nous abordons le XVIIe siècle, qui n'était pas toujours très drôle non plus, je dois avouer. Surtout, et ça vous l'avez bien précisé, c'est la fin de quelque chose. La première moitié du XVIIe, il y a encore ce côté français, ce côté gaulois,
Henri IV. Henri IV et Louis XIII que je passe mon temps, enfin comme Louis XV d'ailleurs, à réhabiliter. Qui a été un grand guerrier au début, et c'est lui. Exactement. Et c'est pas Richelieu que vous nous le rappelez qui a. Richelieu, il s'est débiné quand c'est pas très. Les armées ennemies s'approchaient de Paris. Lui, il est allé fiche le camp à la campagne dans son château, dans un château qu'il avait, alors que Louis XIII avait adressé aux Français quelque chose qui pouvait amener les Français à réagir. Et ils ont réagi, ils ont donné de l'argent, etc. Et les Français ont obtenu des résultats extraordinaires. Eh bien, Louis XIII, vous l'avez dit, était un guerrier. Ce que n'était pas son fils, Louis XIV. Alors là, je tire un petit peu, dans le carrosse. Bon, et Louis XIII était devant ses hommes. Il couchait sur la paille avec ses hommes, et c'est lui qui s'occupait de sa propre monture. Il ne voulait pas qu'on s'occupe. Il faut dire que la monture était la moitié du combattant, si je puis dire. Bien sûr. Bref. Pas de monture, pas de combattant. Voilà. Et si Louis XIII n'a pas continué, c'est que Louis XIII est tombé très gravement malade, nous le savons, et n'a pas pu continuer. Bon, cela dit, Bussy-Rabutin, un personnage comme Bussy-Rabutin, qui était un passionné sur le terrain, qui était un passionné. D'ailleurs, j'ai un sous-titre, pas dans ce livre-là, mais au cours d'une conférence, j'ai dit « Bussy-Rabutin, le flamboyant, bien sûr, homme d'épée et de plume ». Car il était aussi doué pour les armes que pour les lettres. Et vous avez fait allusion, Madame de Sévigné, et à Sainte-Jeanne de Chantal, mais je m'arrêterai sur Madame de Sévigné parce que je réagis toujours un petit peu quand on me parle de Madame de Sévigné ou qu'on fait, on honore Madame de Sévigné à juste titre et qu'on oublie complètement le cousin. Or, il faut savoir que sans le cousin, vraisemblablement, Madame de Sévigné ne serait pas autant connue qu'elle l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Bussy-Rabutin a gardé toutes les lettres parce qu'ils se sont envoyés un courrier absolument extraordinaire. Vous savez, on dit Madame de Sévigné, extraordinaire, on oublie Bussy-Rabutin. Or, il faut savoir une chose. Un jour, Madame de Sévigné dit à Bussy-Rabutin, mon cousin, s'il vous plaît, de me corriger quand vous le jugez bon, faites-le. C'est vous dire à quel point elle reconnaissait. Bon, et Bussy-Rabutin, grand seigneur qu'il était, il répond, ma cousine, on ne corrige pas le Titien. Ça, c'est l'esprit français du XVIIe. Et ça, jusqu'au bout, il a été... elle le disait, parfois on a cru crever de rire à s'en fendre la rate, n'est-ce pas ? Surtout quand ils étaient avec l'oncle, parce qu'il y avait un oncle Rabutin qui était grand maître de l'ordre de Malte et qui se trouvait à ce moment-là au Temple. Et il y avait des réunions, des fêtes qui se faisaient, et alors les deux cousins s'en donnaient à cœur joie. Ils s'adoraient. Cela dit, Bussy aurait bien aimé aller un peu plus loin que le côté épistolaire, hein, oui. Avec la cousine. Seulement, Sévigné, qui avait un côté très malin, très libre et tout, côté Liabel d'Aquin, ça s'arrêtait là. Et c'est la raison pas les affaires de la raison pour laquelle son mari est allé voir Ninon de l'Enclos. Ça, on ne le dit pas assez. On a dit, bon, ils se sont jamais entendus, enfin, etc., etc. Si, pendant la première période de leur vie, leur ménage, ils se sont bien entendus. Et puis, Madame de Sévigné a eu 2 enfants. Et elle a jugé que ça suffisait comme ça. Bon, on peut comprendre. Pas seulement parce qu'elle ne voulait pas d'autres enfants, mais parce qu'elle était belle. Oui. Et qu'elle voulait rester belle, et sa ligne, etc., etc. Et elle a fait un petit peu comme Marie de Zanska. Avec Louis XV, elle a fermé la porte.
Bon, alors comme Sévigné avait un tempérament terrible, il est allé voir ailleurs. Alors ailleurs à côté, c'était pas Monsieur Jacques Lang à ce moment-là, place des Vosges, c'était toute une autre catégorie d'individus, de société. Bon, la place royale, faut pas oublier que place des Vosges, c'est la place royale. Eh bien, il y avait Ninon de L'Enclos, et puis il est allé voir Ninon de L'Enclos, etc. Alors on a dit, il était effrayant avec sa femme, enfin, etc. Il faudrait aller voir d'un peu plus près. Alors, Bussy-Rabutin n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de ses engagements à ce Mais c'est niveau. peut-être pour cela qu'il y a eu justement beaucoup d'échanges épistolaires. Parce que si ça avait été plus loin, il y aurait eu moins de lettres, sans doute. Oui, ça Et alors, oui, je vous écoute. Petite chose, par exemple, Oui, dites-moi c'est tout. amusant parce que vous nous parlez un peu des poètes, parce que bien sûr, Bussy-Rabutin est poète. Vous nous parlez de Boileau, de Malherbe, et puis d'un certain Théophile de Viau, que je ne connaissais pas. Alors, on peut peut-être évoquer un petit peu cette figure, ou en tout cas, et Bussy-Rabutin, qu'est-ce qu'il pensait de Boileau et de Malherbe, par exemple? Parce que vous avez quelques petites phrases un petit peu sur Boileau qui n'étaient pas très drôles. Ah oui, non, Boileau, il n'était pas très drôle. Pas drôle. Au début, si, il était drôle. Dans ses satires, il était très drôle. Je me souviens, attendez voir que j'essaie de me souvenir, Boileau qui... qu'est-ce qu'il fait Moi, je connais enfin Malherbe vin que vous dites. Ah ouais, mais à ça part m'a l'air de vin. Ouais. D'ailleurs, j'en parle dans mon petit bouquin qui sera d'ailleurs en vente le 24, car je tiens à préciser que Radio Courtoisie m'a convié au 24 à la vente des livres. Je serai au stand d'Anne Collin et de Dominique Paoli pour la journée, avec 3 livres, Bussy-Rabutin bien sûr, le dernier, et puis 2 autres qui restent encore, qui ne sont pas épuisés. Vincent Voiture, qui est un poète de l'époque. Oui, vous écrivez un ouvrage sur Vincent Voiture, bien sûr. C'est un petit ouvrage. Oui. Et puis un sur Christine de Suède, où je vais avoir l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, enfin, de paraître cet été à la télévision, moi qui n'ai pas de télévision. Bravo. Oui, parce que... Voilà. Oui, alors j'ai dit prévenez-moi quand même, parce que j'ai écrit ce livre, et puis il y a Stéphane Bern qui fait une émission, entre autres, tout sur arrive. Christine de Suède. Super. On m'a donné de participer. Génial. Alors on m'a filmé pendant 2 heures, et puis je vais apparaître pendant 5 minutes. Enfin, ça c'est une autre paire de manches. Et donc il y aura Christine de Suède qui sera aussi en vente le 24 avec... voilà, bon, pardonnez-moi, je me suis éloigné du sujet. Donc, on a évoqué ces poètes. En fait, en prenant le fil de cette longue vie, parce qu'effectivement, vivre jusqu'à 75 ans, c'est assez extraordinaire. Oui. D'abord, d'un point de vue pour vaincre toutes les maladies, beaucoup de gens mouraient jeunes, et puis il a beaucoup combattu, extraordinaire. Voilà. Et alors, vous évoquez les grandes figures de Condé et de Turenne. Alors là, c'est assez amusant, parce que, en fait, notre Bussy-Rabutin, il va longtemps être avec Condé. Oui. Et puis, vous allez nous évoquer un peu cela. Et puis après, ce qui est amusant aussi, parce que sur Turenne, Bussy-Rabutin va porter un jugement, bien sûr, le très grand militaire, mais qui n'était pas très drôle, lui. Non, pas du tout. Voilà. Et puis qu'il y avait je crois, l'expression, une physionomie malheureuse. Voilà. Et ça gênait le pauvre Bussy-Rabutin. Le Turenne devait être tellement laid que ça le gênait. Oui, ça le gênait. Et puis il n'avait pas cet esprit, n'est-ce pas? Et Turenne trouvait Bussy gênant parce que justement, il avait cet esprit qui claquait dans tous les sens, et Turenne, ça l'agaçait. Et ça, je peux le comprendre. Mais enfin, l'histoire de figure malheureuse, ça veut tout dire chez Bussy-Rabutin. Alors par contre, à Condé, alors ça c'est une autre affaire, Condé a dit un jour... parce que il y avait des problèmes avec les Espagnols aux Pays-Bas, enfin, etc. Bussy n'était pas encore le maître de camp général de la cavalerie légère. Un emploi extraordinaire. Enfin, après le maréchalat, c'était ça, et c'était unique, n'est-ce pas? Pour obtenir ça, il fallait être un grand homme de guerre.
Il l'avait prouvé plus d'une fois. Cela dit, c'est une charge, il avait dû la payer quand même. Oui, enfin, sa femme a aidé, la dot de sa femme, parce qu'il fallait passer par le mariage, et comme disait Saint-Simon, on y mettra un peu de fumier sur ses terres, n'est-ce pas, quand il y avait un mauvais mariage, enfin bref, c'est une autre... Mais Bussy ne regardait pas. Cela dit, il s'est marié 2 fois, puisque sa première femme, qui était une parente, une fille de Sainte-Jeanne de Chantal, est morte après lui avoir donné 2 enfants. Et il s'est remarié après avec une demoiselle de Rauville. Alors autant la première avait de l'esprit, lui plaisait, etc. Cela dit, il a vécu avec elle pendant 3 mois, puis il l'a pas vu pendant 1 an, parce qu'il était sur le terrain. Mais quant à mademoiselle de Rauville, c'était une bien bonne, brave, grosse, pas très élégante, mais qui avait des moyens. Bon. Alors revenons à Condé. Condé, oui. Alors Condé, un jour, Bussy-Rabutin fait une charge extraordinaire en entraînant des gentilshommes à sa suite, etc. Il y en a qui se font descendre comme des poulets. Et lui, il y va carrément, les mains. Et Condé, subjugué par la fougue de Bussy-Rabutin, puis voyant quand même que ses officiers se faisaient tirer comme les poulets, il a dit stop. Bon, il fait revenir Bussy qui avait du mal à revenir, et il lui dit ceci, qui est resté toujours en mémoire de Bussy-Rabutin, si je devais prendre un second, je n'en prendrais pas d'autre que vous. Alors ça, que le prince de Condé sorte une chose pareille à Bussy, il était aux anges. Seulement, ça n'a pas duré longtemps, parce que nous connaissons le prince de Condé qui préférait les hommes aux dames, et Bussy-Rabutin était un bel homme. Il plaisait aux dames, bien sûr, et il plaisait aussi. Alors, Condé s'est avancé un peu sur la pointe des pieds, mais s'est avancé. Alors là, il y a eu le niet. Et à partir de ce moment-là, ça y est, il était plus bien en cours. Oui, c'est vraiment dommage. Alors c'est pour ça que après, notre Bussy-Rabutin va se rapprocher du brave Turenne. Voilà. Ah non, c'est avant Turenne, c'est avant Condé. Et après Condé, ça a été Conti, le frère. Conti, voilà. Conti. Ah non, Turenne. Ça n'a pas duré longtemps avec Turenne. Hein. Oui, parce que là... mais cependant, Bussy-Rabutin reconnaît le très grand guerrier qu'était Turenne. Ça, c'est incontestable. C'est l'homme qu'il n'aimait pas. Et l'honnêteté de l'homme aussi. Oui, absolument. Non, mais là, il ne met pas en... Alors justement, sur cette histoire de l'argent, il y a quand même quelque chose qui est assez terrible, c'est que c'est à la fois la grandeur de cette noblesse qui, quand on était la notion de au service du roi, c'était assez extraordinaire. Ah oui. D'ailleurs, à travers le roi, c'était au service de la France, et au service de la chrétienté aussi. Oui. Et il y avait là quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que par-delà toutes les folies qu'avait pu faire Bussy-Rabutin, qui avait aimé la vie à pleines dents, lorsqu'il était au service du roi et lorsqu'il était sur les champs de bataille, et là, il devenait, finalement, sa nature était subjuguée. C'était un homme de guerre, c'était un homme d'épée. Et il y avait ce désintéressement. Mais alors, je me suis posé la question, parce que le roi, bien sûr, s'attachait les services comme cela de grands guerriers. Mais l'intendant suivait pas toujours, et ce pauvre Bussy-Rabutin a toujours été obligé de courir après l'argent, alors qu'il a quand même, moi j'estime tout de même que lorsque on a accompli de telles prouesses sur le plan militaire, c'était dur à cette époque-là, d'autant, et alors c'est la question à laquelle je voulais venir, le commerce, vous dites que le commerce était interdit pour la noblesse, et ça, effectivement, ça c'est une autre discussion, parce qu'on arrive au 19e, je trouve ça, vous allez dire, moi je trouve ça un peu choquant, parce que à la limite, il aurait fallu, ou c'est un peu la même, c'est autre chose, mais on dit que la noblesse allemande s'est jetée dans l'industrie au 19e siècle. Ce que n'a pas forcément fait la noblesse de France, mais quand vous dites que c'était interdit, c'était vraiment interdit ou c'était une espèce de coutume? Non. On dérogeait quand même. Si on se lançait, un noble qui se lançait dans le commerce, alors il y avait des exceptions. Il y avait les gentilshommes verriers. Alors ça, ils avaient le droit. Il y avait 2
les verriers... Oui, comme une charge, comme un privilège. Oui, enfin, c'était comme... on acceptait cela. Mais faire du commerce tel qu'on le conçoit, ou que la bourgeoisie de l'époque pouvait le concevoir, il n'en était pas question. Et de toute façon, ça ne les intéressait pas. Ils étaient là pour donner leur sang. Non, mais alors, d'accord. Mais alors, à ce moment-là, il y avait quand même un petit problème je dirais, pour faire fonctionner, tout simplement. Moi, j'analyse cela sur le plan social ou politique. Oui. Parce que, bon, on vous donnait une charge, par exemple, lorsqu'il est nommé maître de camp général de cavalerie légère, il a acheté sa charge vous avec l'achetez, ses propres deniers. Oui, et en plus, vous dites que quand même il y avait des arriérés que lui devait le Premier ministre et qui lui donnait même pas. Oui, absolument. Donc ça, c'est quand même un peu, on s'attachait les services d'une noblesse qu'on ne rémunérait pas normalement, enfin j'estime. Oui, pas toujours, mais il faut dire que là, avec Bussy, il avait des plus, vous comprenez. Alors on le faisait... lui faisait tirer la langue. Voilà. On dit, tu as fait ça, tu as dit ça. Bon, mon garçon, on va te mettre en quarantaine, n'est-ce pas? Alors, ça explique peut-être un petit peu le fait qu'il ait tiré le diable par la queue un peu trop. Alors, il est vrai que... et à un moment, c'est ce qui a causé la fâcherie momentanée avec sa cousine, c'est que sa cousine avait un côté bourgeois. Enfin, dans sa famille, il y avait des bourgeois bien nantis. Et un jour, Bussy, qui partait en campagne, parce qu'il faut savoir que, avant, il était colonel très tôt, il a été colonel à 16 ans. Bien sûr, dans le régiment de son père. Oui, son père étant malade, alors il n'a pas joué au fanfaron, il a laissé le colonel en second mener l'affaire, et il s'est laissé instruire, bien. Mais quand il a eu 20 ans, il était colonel en titre à ce moment-là, il connaissait son affaire, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on devait s'équiper et payer de ses propres deniers son propre équipement avec son environnement. Enfin, je veux dire, ses officiers, et entretenir son propre régiment. Oui, absolument. Donc, alors là, il y avait les terres peut-être qui pouvaient rapporter quelque chose. Mais pas assez. Non, c'était terminé l'histoire. La noblesse vivant sur ses terres grassement, là, c'était... Non, mais vous pouvez en prendre... Oui, les revenus n'étaient pas suffisants. Non. Alors il fallait vraiment, en quelque sorte, lever un impôt auprès de la population avec un accord tacite du gouverneur de la province. Même pas, ça se faisait pas, non. Il fallait qu'il se débrouille tout seul. Et se débrouiller tout seul... ça voulait dire, alors là, je donne cet exemple avec la cousine, il demande à la cousine, alors il devait avoir un héritage tous les deux, il devait hériter d'un parent, chacun devait avoir une part, et il demande à sa cousine de lui avancer sa part, qui lui rembourserait, pour pouvoir s'équiper. Il partait en campagne, il n'avait pas les moyens de s'équiper. Et la cousine commence à lui dire oui. Très bien, il compte dessus. Et puis alors, la partie bourgeoise de la famille de Madame de Sévigné a dit non, il faut se méfier de ces nobles d'épée qui ont une parole qui parfois n'est pas toujours, etc. Et Madame de Sévigné s'est retirée. Et alors ça, c'était un anéantissement, d'une part, parce qu'il ne pouvait pas partir en campagne. Enfin, il a réussi quand même, parce que sa maîtresse de l'époque a vendu ses bijoux. Enfin, il y a des arrangements. mais il en a pris un coup sur la cafetière, si je puis dire, avec la cousine. Et elle n'est amie que jusqu'au porte-monnaie, disait-il. Et il a fait un portrait d'elle... dans ces personnages, dans la vie amoureuse des Gaules. Histoire amoureuse des Gaules, son ouvrage, bien sûr, vous allez nous en parler. Très cher. On va y venir. Oui. Et la cousine, elle est quand même étrillée un petit peu, à juste titre, je dirais, parce que on donne sa parole, et il n'y avait aucune raison, surtout qu'il lui dit, mais la part qui me revient, que je vous demande de m'avancer, quand l'héritage va arriver, ça pouvait se faire très, très vite, je vous redonne la part. Bref. Et là, il y a eu un dilemme entre les deux cousins, puis ça s'est rabiboché après.
Alors, on va arriver à l'histoire amoureuse des Gaules, qui est un ouvrage capital de Bussy-Rabutin. Ah oui. Et je voudrais simplement, peut-être que Elisabeth... Une annonce, merci. Oui, de la faites. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, en effet la radio libre du pays réel et de la francophonie. N'oubliez pas d'ailleurs que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Actuellement, nous écoutons le libre journal de Thibaut de la Tocnay, qui a eu le plaisir en début d'émission d'écouter et d'interroger Jean-Marie Argout, le fils du colonel Argout, qui nous a fait une belle évocation de son père, et de ses combats en Algérie et de son action au sein d'une association qui s'appelle Pour l'honneur du colonel Argout, voilà, créée spécialement pour remettre à l'endroit quelques idées. Et puis bien sûr promouvoir l'action magnifique de son père. Et puis actuellement nous écoutons monsieur Daniel Desbrosses, qui est écrivain, historien, romancier, et qui nous présente un ouvrage absolument incroyable, Bussy-Rabutin, le flamboyant. C'est un grand personnage du XVIIe siècle, en effet un guerrier flamboyant. Et les éditions Via Romana, si vous voulez paru en 2011. Voilà, et vous pourrez vous procurer cet ouvrage, je crois, à la fête de la courtoisie. Et bien sûr, nous rappelons bien sûr, maintenant nos éditeurs le savent certainement, bien sûr, dimanche prochain, 24 juin, la grande journée de Radio Courtoisie, la fête de Radio Courtoisie, et notre ami Daniel Desbrosses sera présent, non pas à mon stand, mais à celui, je crois, d'Anne Brassier. Non, à Dominique Paoli. Dominique Paoli, bien sûr, que nous saluons. De 11h du matin... Voilà. À la clôture. Et l'ouvrage de 11h à 18h. Et 3 ouvrages. 3 ouvrages. J'imagine Bussy-Rabutin, Christine de Suède. Voilà. Et peut-être Vincent Voiture. Et Vincent Voiture. Et celui-ci vaut... Voilà. Alors celui-ci c'est le plus cher, il vaut 24. Il n'est pas très cher quand même, 24 €. Et les autres coûtent 15 €. Alors ça fait des petits cadeaux à faire. Alors, il y a des images dedans en plus. Bon, alors, nous en arrivons à l'histoire amoureuse des Gaules. Alors, La Bruyère disait il faut écrire comme Bussy. Alors, il paraît que le roi a trouvé cela amusant au départ, l'histoire amoureuse des Gaules. Et puis, bon, alors, racontez-nous un petit peu cela. Mais oui, d'abord, il a écrit ça dans l'intimité, parce que il avait été mis un petit peu en quarantaine déjà, à cause d'une fête pendant le carême, où il aurait dit des choses, enfin, alors bon, j'en parle, je ne vais pas détailler, rentrer dans le détail, enfin, etc. Alors on l'envoie, le roi l'envoie, le roi à ce moment-là, c'est Louis XIV, l'envoie, le punit en l'envoyant en exil pendant 4 mois au château, dans son château, le château de Bussy-Rabutin. J'espère que nos éditeurs le connaissent, parce qu'il existe toujours. S'ils ne le connaissent pas, je les encourage vivement à aller le visiter, car on peut le retrouver tel pratiquement que Bussy l'a souhaité, c'est-à-dire avec tous les portraits des dames, évidemment qu'il a aimé, et même les autres, des chefs de guerre, enfin, etc., etc. C'est en Bourgogne. Et vraiment, ça vaut la peine d'être visité. Bon, alors il l'envoie 4 mois là, et bon, il écrit, et puis il écrit dans l'intimité cette histoire qui deviendra l'histoire amoureuse des Gaules, et il en parle à sa maîtresse du moment, à savoir Madame de Montglat, en lui disant, écoutez, sur des cahiers, surtout, n'en parlez pas, n'ébruitez pas. Il y a des dames à qui on aurait mieux de ne pas montrer quoi que ce soit, sinon vous êtes à la une des journaux dès le lendemain. Et cette dame va en parler à une de ses amies, Madame de la Baume, qui va... Alors, de fil en aiguille. Alors, Bussy, épouvanté, apprend ça. Alors, il fait ni une ni deux, il demande à rencontrer le roi, et il lui remet le manuscrit pour que le roi puisse juger. Et vous l'avez dit très justement il y a un instant, le roi, ça l'amuse beaucoup. Oui, mais
Bussy avait des ennemis, vous devez l'imaginer, avec tout cet esprit, cette gloire, enfin, bon, il a des amis. Et les ennemis vont voir, je ne les citerai pas, vont voir le roi en lui disant « Si, votre majesté, voilà, monsieur de Bussy vous a apporté une chose qui est incomplète. Voilà le complément, nous vous l'apportons. » Et alors là, le complément, ce sont des textes qui ont été écrits, c'est une charge qui a été écrite par les ennemis de Bussy-Rabutin. Or, cette charge, c'était contre le roi, contre la reine-mère, contre la... Et c'était un montage. Mais c'était un montage. Or, c'est d'une absurdité sans nom. Car il faut savoir une chose, c'est que si il y avait un seigneur qui avait une... je veux dire... qui délirait presque à l'égard de son roi, c'est Bussy-Rabutin. Il avait une adoration pour Louis XIV, alors que Saint-Simon n'aimait pas, comme on sait. Bon, c'était les deux opposés. Et jamais, mais pour n'importe quoi, Bussy-Rabutin aurait écrit quoi que ce soit sur le roi et la famille royale. Le roi, c'est le père du peuple. C'est l'exemple, enfin, etc. On ne juge pas un roi. Bon. Alors, je ne comprends pas que le roi n'ait pas pris conscience de cela. Et ayant lu ce qu'il a lu, et alors là, il a été remonté contre Bussy-Rabutin, qui s'est retrouvé à la Bastille pour la deuxième fois. La première fois, c'était un amusement presque. Et alors là, il y serait resté. Il en est sorti pour être opéré d'une fistule, ce qui était une maladie courante chez les cavaliers de l'époque, puisque Louis XIV a été opéré d'une... Alors, il peut imaginer comment ça pouvait se passer. Enfin, bref. Et à partir de ce moment-là, le roi a quand même décidé de ne pas le renvoyer en cellule, mais en exil sur ses terres à Bussy-Rabutin. Alors, il faut savoir que pour un gentilhomme à l'époque, et en plus un homme de guerre, être en exil, c'était la pire punition. Il ne pouvait plus servir son roi, il ne pouvait plus servir son pays, il n'avait plus le droit de paraître à la cour, bien sûr, il n'avait pas le droit de quitter son domaine. Or, Bussy-Rabutin n'était pas un homme de campagne. Bon, il avait ses châteaux, etc., 2, 3, mais il n'y était jamais. Il était toujours ou à Paris, car il faut savoir qu'il a été également conseiller d'État, qu'il a été académicien. D'ailleurs, je devais avoir une préface de l'académicien qui occupe le 20e siège, qui m'avait promis, et puis bon, c'est tombé à l'eau, c'est fort dommage. Oui, voilà. Et donc, Académie qui avait été créée, si je ne m'abuse, pas tellement beaucoup plus tôt par Richelieu. Oui, absolument. C'est ça. Absolument, donc, absolument. il est un des... Oui, enfin non, oui, ça existait depuis combien de temps Richelieu avait créé ça Je ne sais plus la date exacte. Non, mais quelques dizaines d'années avant, quoi. Pas beaucoup. Oui, Voilà. c'était pas. Il y avait déjà 40 personnes, c'était déjà la même chose. Je pense qu'ils étaient moins. Ils étaient moins quand même. Ils étaient moins. Enfin, bref, l'année d'avant, il rentre à l'Académie française. L'année suivante, il rentre à la Bastille. Et il en sort pour aller en exil pendant 18 ans. C'est le drame. Alors, grâce à ça, on faut remercier Louis XIV d'une certaine façon, ça a permis de développer chez Bussy-Rabutin son autre grande science, la plume. Il a eu pendant à peu près 150 correspondances, pas beaucoup de dames, bien sûr, et avec des lettres absolument extraordinaires, beaucoup. Vous en avez découvert vous-même, vous en avez lu? Non, moi je n'ai pas découvert. Enfin, j'en ai eu en main, mais j'ai rien découvert de nouveau. Mais vous en avez exploité qui n'avait peut-être jamais été exploité. Bon, on peut pas exploiter toute la correspondance d'un auteur, surtout d'un auteur aussi prolixe que pouvait l'être Bussy-Rabutin, parce que vous savez, ce n'était pas, c'est comme
la princesse Palatine, n'est-ce pas? Tiens, j'avais écrit un bouquin aussi sur la Palatine, mais il est épuisé, alors on ne le verra pas le 24. Et c'était pas 1 ou 2 pages, c'était carrément 10 pages, 15 pages. Hein? C'est incroyable. D'ailleurs, la Palatine passait sa vie à écrire. Et Bussy, pendant son exil, elle a passé sa vie à écrire. Et pas simplement des lettres olé olé, enfin, voilà. Il était en correspondance avec 2 jésuites, le père Bounour et le père, je ne sais plus qui, l'autre, où il développait, parce que il faut savoir que Bussy a été chez les jésuites à l'âge de 9 ans, à 11 ans, et qui était un excellent élève, un très bon traducteur d'Horace. Tiens, on devrait relancer ça à la mode. Traduction, ça, au lieu de passer son temps devant l'écran de télévision, les jeunes pourraient traduire Horace et les autres. Oui. Bon, enfin bref, il a continué à garder toujours cette passion de l'écriture et cet esprit de la première partie du XVIIe, parce qu'après ça va se gâter. Et Bussy ne se rend pas compte que les temps changent et que la liberté qui était avant ne l'est plus avec Louis XIV. Oui, parce que c'est juste ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est tellement cet esprit brillant, mais alors il n'avait de la connaissance du monde, et monde qui évoluait éventuellement, que du fin fond de ses terres. Et où est-ce que ça l'a gêné pour appréhender les évolutions de la société? Non, parce que ses correspondants le mettaient au courant de tout. Vraiment, il ne quittait pas sa terre. Il ne pouvait pas. Il allait exceptionnellement à Autun, on l'autorisait. Alors, et puis il a eu un procès. Parce que, bon, je ne peux pas raconter toute l'histoire de Bussy-Rabutin. J'espère que les auditeurs vous nous mettez l'eau à la bouche. Envie d'en découvrir plus et viendront me voir, et je me ferai un plaisir de dédicacer les livres le 24 au stand de Dominique Paoli. Mais donc il a un procès. Il a un procès parce que il a sa fille préférée qui reste à côté de lui pendant un temps. Et elle se marie. Bon, tiens, alors il est catastrophé parce qu'il est tout seul là-bas, parce que son épouse reste à Paris. Hein. Elle est plus, c'est pas un couple qui marche très bien. Alors, madame reste à Paris et lui, papa. Alors, sa fille se marie, il est désespéré, et puis, elle devient veuve. Alors, elle revient voir son père. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une terrible chose qui se produit. Il y a un monsieur qui arrive un beau jour, le marquis de la Rivière, panache, etc., etc. Il est très bien accueilli par Bussy-Rabutin qui dit, au moins, là, j'ai quelqu'un avec qui parler, échanger, faire de l'esprit, etc. Et ce marquis de la Rivière, et les marquis comme moi, je suis archiduc, c'est le sieur Rivier, en définitive. Bon, le sieur Rivier, on n'a pas attendu, vous voyez, le 21e siècle pour s'attribuer des titres. Et donc, il arrive à se faire épouser, à se faire donner un château, enfin, etc., par la fille. Et alors, c'est là que Bussy fait un procès, pour des raisons précisées dans mon affaire. Et il demande la permission au roi de venir exceptionnellement à Paris à cause de ce procès. Et le roi l'autorise, mais il faut qu'il revienne très vite dans sa niche après, n'est-ce pas? Et il va réussir à gagner ce procès? Non. Le comble, non. Et donc, sa fille restera l'épouse de ce monsieur Rivier? Non, oui, alors donc, ils vont arriver à un arrangement. Ils vont se séparer. Enfin, elle n'a jamais vraiment vécu avec ce monsieur Rivier, en définitive, parce qu'on s'est aperçu du truc très vite et que Bussy a mis le haut là. Mais il a récupéré donc un château, s'est fait donner un château. Et puis des moyens, qui coûtaient vraiment beaucoup à Bussy de lui octroyer, n'est-ce pas? Alors, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Il y aurait vraiment beaucoup d'aspects à évoquer. Oui. Et je voudrais peut-être qu'on évoque vraiment la personnalité, cette fois-ci, de Bussy-Rabutin, qui, moi, m'a assez
touché, voire ému. Au-delà de toutes ces capacités extraordinaires, ses sentiments, sa manière d'être. Vous parlez d'une certaine naïveté. Oui. Et puis, vous dites que c'est un peu le propre de l'époque. Bon, peut-être. En tout cas, cet homme qui est... Peut-être le mot émotif est exagéré, mais pas pour un guerrier, mais une certaine fragilité. Oui, absolument, au niveau nerveux. Des sentiments, touchés par les choses, et pouvant être semi-dépressif pendant... c'est vrai. Et puis ressurgir. Ressurgir et flamboyer comme... et ça, c'est vraiment... c'est un aspect touchant du personnage, parce qu'on imagine toujours que les grands guerriers ou les grands écrivains moins. Mais sont des carapaces incroyables. Non, c'est faux avec Bussy. Complètement faux. Il est vraiment cuirassé quand il part au combat, quand il décide d'une chose, mais quand il est touché par les sentiments, cette rosserie qu'elle lui a faite sa cousine, ça l'a beaucoup touché, bouleversé. Et plus psychologiquement que matériellement à la limite. Bien sûr. Et puis que sa maîtresse, Madame de Montglat, le trahisse de cette façon-là. Et quand il n'était plus bien en cours, la maîtresse l'a laissé tomber. Et c'est pourtant elle qui avait vendu ses bijoux pour pouvoir lui permettre de s'équiper et partir en campagne. Mais bon, oui. Mais il y avait un côté, vous l'avez dit, et on va dire pas fleur bleue, mais... Non, mais un côté... il était un peu naïf par moments. Oui. Il prenait pour argent comptant ce qu'on lui disait ou ce qu'il sentait. Vous évoquez, c'est au début plutôt du livre, mais avec Mazarin. Ah oui, il s'est fait avoir par Mazarin d'une façon honteuse de la part de Mazarin. C'est la dernière évocation. Oui. Voilà, parce qu'en fait, il croit qu'on peut s'adresser à Mazarin comme on s'adresse au roi. Que Mazarin, quand même. Mais que lorsque Mazarin lui dit je vous donne toute ma confiance et vous pouvez être assuré de ma confiance, en réalité, rien du tout. Et c'est là il a été exploité. Par Mazarin d'une façon... et il a eu la naïveté de croire, alors que beaucoup de ses contemporains avaient déjà jaugé et jugé Mazarin. Mais alors, quand même, pour terminer, comment se fait-il que Louis XIV, qui était quand même très intelligent, très malin, en tout cas, qui avait une puissance au niveau de la psychologie, pourquoi il aurait pu se remettre, il aurait pu reconquérir facilement Bussy-Rabutin? Il a commis une erreur en n'utilisant pas. Absolument. C'est un peu, même pour lui, il manquait de quelqu'un qui lui aurait été dévoué. Absolument, mais et Dieu sait si Bussy-Rabutin a adressé des courriers à Louis XIV pour lui dire, mais lui disant même qu'il voulait servir comme simple cavalier. Il ne demandait même plus, il n'avait plus sa charge de toute façon, on lui avait piqué. Mais pour défendre le pays, les frontières. Et alors Louis XIV, niet. C'était la rancune, le côté rancunier. Ah non, mais il manquait à ce niveau-là, Louis XIV manquait d'intelligence, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, parce qu'alors il a quand même su rallier autour de lui des très grands esprits, grands, mais il fallait pas qu'il y ait un hiatus à un moment. Sinon la confiance était perdue. Le maître, absolu, dès qu'on avait touché, égratigné un petit peu son image de marque, c'était terrible. Et égratigner, jamais Bussy n'aurait osé égratigner le roi. Il avait, je dirais, je pèse mes mots, une vénération pour Louis XIV. Et jusqu'au bout. Vous m'entendez? Jusqu'au bout. Alors à la fin, le roi avait permis qu'il revienne à la cour. Quand il est revenu à la cour, c'était un pintadon, il était habillé d'une façon... c'était une autre époque. Et il rien à voir là. Il n'a plus voulu revenir et il est mort donc à 4 jours de son 75e anniversaire. À Autun, je dis, il est mort comme un grand chêne royal, foudroyé. Seul coup comme ça pour un personnage il disait à sa cousine, bien que je ne marche ni ne malin, je me porte fort bien. Et ils échangeaient toujours des lettres avec énormément d'esprit.
Voilà. Daniel Desbrosses, merci beaucoup pour cette évocation Merci à vous, Bussy Thibaut de la Rabutin, le Tocquenay. flamboyant. Merci mademoiselle et merci aux éditeurs les auditeurs qui ont eu le courage d'écouter toute cette émission. Et qui pourront vous retrouver, et c'est le mot de la fin, Voilà. donc au stand de Dominique Paoli, de 11h à 18h, Voilà. dimanche prochain. Voilà, très bien. Merci Je compte beaucoup. sur les auditeurs qui deviendront, j'espère, des lecteurs. Merci à tous. À dans 4 semaines. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Thibaut de la Tocquenay, assisté d'Elisabeth. Cette émission, préenregistrée le 18 juin 2012, a été diffusée pour la première fois le 20 juin 2012 de midi à 13h30 et sera rediffusée l'après-midi de 16h à 17h30 et jeudi dans la nuit de minuit à 1h30. Elle a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.